Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous chaque matin plus nombreux pour écouter ce rendez-vous politique. Et ce matin, notre invité est Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je vais commencer avec Boualem Sansal, écrivain français, franco-algérien, 10 ans de prison ferme requis par le procureur, un procès de 30 minutes avec un avocat commis d'office non juif, une mascarade de justice, disent tous les commentateurs. La France n'a-t-elle pas maintenant le devoir moral d'obtenir sa libération ? En tout cas, les autorités sont déjà exprimées sur le sujet. Évidemment, c'est une situation qui est dramatique. C'est un intellectuel, c'est un écrivain connu, renommé, franco-algérien, qui fait le pont justement entre ces deux pays, donc qui ont tant à partager. Et donc, évidemment, c'est dramatique de voir ça aujourd'hui. Est-ce que la France, il va peut-être mourir en prison. S'il est condamné à 10 ans de prison, je ne veux pas croire ça. Non, mais bien sûr. Il risque de mourir en prison. Alors, vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire que maintenant, il est en danger de mort. Non, mais bien sûr, il y a une émotion qui est extrêmement forte aujourd'hui, et le Quai d'Orsay s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Donc, et je pense que effectivement, il faut qu'on se mobilise, et il faut évidemment qu'il retrouve sa liberté. Oui, Emmanuel Macron a appelé, mais vous ne savez pas, vous n'avez aucune précision à me donner, j'imagine, Philippe Baptiste. On dit qu'Emmanuel Macron a appelé le président algérien Tebboune et que les deux hommes se sont parlé plusieurs fois à propos de Boualem Sansal. J'ai pas de précision effectivement à donner sur ces appels. Vous ne savez pas s'il y a eu appel ou pas ? Non. Non, bon d'accord. Bon, et si on le nommait ministre de la francophonie, j'ai vu cette idée fleurir. Alors je crois qu'on a un excellent ministre de la francophonie aujourd'hui, et que voilà. Bon, d'accord. Bon, dites-moi, l'Algérie interdit l'aide au développement de la France dans le pays. J'ai vu les décisions algériennes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que interdire l'aide au développement de la France pour l'Algérie, et la France qui envisage, hein, c'est dans la réponse graduée de supprimer des visas. Ça veut dire supprimer des visas pour les étudiants algériens. Par exemple, il y a combien d'étudiants algériens en France ? Alors, donc les étudiants algériens, c'est aujourd'hui les premiers étudiants non communautaires qui arrivent aujourd'hui dans nos universités, nos classes préparatoires, nos grandes écoles. C'est à la fois évidemment ce mouvement d'avoir des étudiants internationaux qui viennent, pas seulement algériens, c'est aussi des étudiants qui sont des étudiants de Tunisie, du Maroc, mais aussi indiens, américains, etc., qui viennent dans les universités. C'est super important. C'est super important parce que c'est les cerveaux qui vont et qui viennent, et c'est ça qui fait aussi une des richesses de notre enseignement supérieur. Et accessoirement, on en a besoin. On en a besoin. S'en priver. Les étudiants internationaux en France, on en a absolument besoin. Et je vais vous dire, on en a besoin pour une raison très simple, c'est qu'on en a besoin pour former nos ingénieurs, pour former nos chercheurs, nos techniciens, dont on a besoin dans l'industrie demain. Aujourd'hui, si on se contente simplement des étudiants franco-français qui viennent d'ici, etc., ça ne marche pas. On peut pas construire notre industrie de demain. Donc ça, ce mouvement-là global, on en est vraiment très largement bénéficiaire. Je suis pas en train de parler spécifiquement de l'Algérie. Non, mais d'accord, mais ça veut dire que jamais nous n'interdirons aux étudiants algériens de venir étudier en France. Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit, comme vous le savez. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je vous ai parlé de point de vue général. Il ne faut pas. Non, ce que je dis simplement, le mouvement général, avoir des étudiants internationaux qui viennent de partout dans le monde dans nos universités, c'est fondamental. Après maintenant, spécifiquement sur tel ou tel pays, ce sont des décisions qui sont des décisions d'ordre diplomatique. Ce serait dommageable. Et donc ça, évidemment, c'est des discussions qui sont des discussions au cas par cas. Mais Philippe Baptiste, ce serait dommageable ? Mais encore une fois, ce qui est important, c'est d'être attractif et de pouvoir attirer des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Des étudiants américains, on va en parler parce que l'actualité, c'est une actualité très américaine. Mais c'est des étudiants qui viennent aussi de partout en Europe. Donc c'est ça qui est fondamental. Mais comme ça fait partie de la réponse graduée, c'est le gouvernement qui le dit, c'est pas moi. Vous faites partie de ce gouvernement, Philippe Baptiste. Donc, ce serait dommageable que d'interdire aux étudiants algériens de venir
étudient en France. Non, mais moi, encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir des ressources internationales, des étudiants qui viennent de partout et qui aujourd'hui. On a besoin de ces étudiants. Algériens ou autres. On a besoin des étudiants internationaux aujourd'hui parce que c'est eux qui construisent le futur de notre industrie avec les étudiants communautaires, les étudiants français évidemment, mais c'est important d'avoir ces ressources-là. Un chercheur français du CNRS devait assister à une conférence à Houston. Il a été arrêté aux États-Unis, son téléphone et son ordinateur ont été fouillés. Alors, on ne va pas donner son nom parce qu'il ne souhaite pas que son nom soit divulgué. Philippe Baptiste, ce chercheur dans le domaine spatial, je crois, c'est bien ça ? Absolument. Bien, il a été refoulé. Et dans son téléphone, pourquoi refouler des États-Unis ? Parce que dans son téléphone, il y avait des échanges avec des collègues et il parlait de la politique de l'administration Trump. Est-ce cela ? Effectivement, en tout cas, les premiers éléments dont on dispose. Vous l'avez eu au téléphone ? Donc le ministère travaille avec lui, le ministère le suit, son employeur le suit, et aujourd'hui, moi je l'ai pas eu personnellement. Le ministère travaille avec lui aujourd'hui. Moi, je veux dire, par contre, on est préoccupé parce que c'est quand même extraordinairement atypique. Je veux dire, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours quand on a des chercheurs qui vont aux États-Unis. Et puis, je voudrais rappeler que quelque part, les décisions qui ont été prises, ça a apporté sur des discussions qui sont des discussions quand même essentiellement d'ordre privé autour d'opinions qu'il a pu émettre sur en particulier du terrorisme, ont dit les autorités américaines. Non, je crois que j'ai pas de commentaires à faire là-dessus, mais en tout cas, les discussions dont on parle aujourd'hui, c'est des discussions qui sont des discussions sur le positionnement par rapport à la science, le positionnement de l'administration américaine sur la science et sur les coupes et sur des choses comme ça. Atteinte à la liberté d'expression. En tout cas, moi, je voudrais rappeler fondamentalement, évidemment, mon attachement aux libertés académiques, à la liberté d'expression à titre individuel, évidemment. Maintenant, après, chaque pays est aussi libre, évidemment, de réguler ses frontières, et donc c'est évidemment la liberté aussi des États-Unis de choisir qui peut rentrer sur son sol ou pas. Mais malgré tout, c'est un objet de préoccupation. Rappelons quand même notre attachement aux valeurs qui sont des valeurs de liberté d'expression, de liberté de discussion, et puis les valeurs académiques qui sont aussi simplement que la vérité, la science, elle se construit avec des opinions qui se frottent. Donc voilà. Bien, Donald Trump censure, il baisse les budgets de recherche aux États-Unis. De nombreux chercheurs ont été licenciés à la NASA, par exemple, et dans d'autres domaines. Vous connaissez bien sûr. Vous avez dirigé la NASA, le la CNES. NOAA, bien sûr. C'est quoi ? C'est une atteinte à la recherche mondiale ? Exactement. C'est-à-dire que le problème, c'est pas seulement un problème américain. C'est pas seulement quelque chose qui peut être dramatique pour telle ou telle personne, même s'ils sont nombreux. Mais c'est que c'est aussi les États-Unis jouent un rôle absolument fondamental aujourd'hui dans la recherche mondiale sur plein de champs. Et en arrêtant des programmes de manière unilatérale, extrêmement brutalement, en fait, on met en danger des pans entiers de la recherche mondiale. Mais pour des choses très concrètes, ça veut dire que c'est simplement sur des questions concrètement sur quoi ? Mais par exemple sur des grandes bases de données autour de la santé et du suivi d'épidémie. Aujourd'hui, les grandes bases du NIH qui brutalement, donc l'équivalent, si vous voulez, de l'INSERM américain, qui brutalement du jour au lendemain étaient plus disponibles, puis après des mots-clés qui sont interdits. Mais de quoi parle-t-on ? Je veux dire, tout ça est quand même absolument sidérant. Et puis c'est vrai aussi pour l'observation de la Terre, pour le climat, c'est-à-dire comprendre le climat de demain. On voit aujourd'hui la NOAA, qui est une très grande agence américaine justement sur la météo, sur le climat, qui permet de comprendre les évolutions de la Terre, et qui se retrouvent saignés brutalement, des programmes internationaux qui sont arrêtés, Elon Musk qui nous dit écoutez, on va arrêter la station spatiale en 2027. Mais de quoi on parle ? Elle fait l'objet d'un traité international. Et qui est en train de parler ? C'est le patron de SpaceX ou c'est le gouvernement américain ? Donc tout ça pose quand même des questions qui sont quand même très fondamentales. Un mot sur les conséquences, sur la recherche, notamment la recherche française, 31e SIDAction. Aujourd'hui, est-ce que l'arrêt des financements américains a des conséquences sur la recherche française sur le sida ? Mais bien sûr, parce qu'en fait, vous êtes aujourd'hui dans une recherche qui est une recherche monde. C'est-à-dire que, évidemment, on a des programmes nationaux, on a des chercheurs nationaux, on a des instituts nationaux, on en est très fiers, on a une très bonne recherche en France et en Europe. Mais ces gens-là, ils travaillent en permanence avec leurs collègues qu'ils soient américains ou qu'ils soient à l'autre bout du monde. Et donc,
et mettre des coups d'arrêt brutaux à des programmes qui se construisent sur des décennies, je veux dire, ça porte des conséquences qui sont des conséquences majeures. Cette base de données dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des bases de données qui sont utilisées par des gens partout dans le monde et qui ont été construites par des chercheurs européens. Bon, alors ça nous pose aussi une question derrière en miroir. C'est quelque part, c'est pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui. Est-ce qu'on est assez autonome en France et en Europe sur ces questions? Et évidemment, ça va nous amener à reconsidérer nos positions sur de nombreux champs disciplinaires. Oui, et accélérer l'unité européenne en matière de recherche. Évidemment, évidemment. Alors, Musk, vous connaissez bien Musk, vous avez dirigé le CNES. Musk, c'est un génie dans le domaine de l'espace. C'est un entrepreneur qui, on peut pas, enfin, il faut vraiment, c'est un entrepreneur qui a une vision. Il a une vision, il a une capacité aussi à dérouler ses programmes qui est phénoménale. Il a bénéficié de soutien, on le dit pas assez, mais pardon, je vais quand même le dire de manière très très claire. Il a bénéficié de centaines de milliards d'argent public américain pour développer ses programmes. Mais il l'a fait avec une forme de génie un peu fou, mais une forme de génie. Donc ça, c'est évident. Et je pense et c'est aussi quelqu'un qui a remis le spatial au cœur, en fait, de l'intérêt du monde. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant. Mais, à côté, il porte une vision du spatial, qui est aussi une vision très commerciale, avec aussi un rêve sur Mars, qui correspond pas forcément à une vision qui est la nôtre, qui est une vision où le spatial, il est au service de la Terre, il est au service de tous les hommes, de tous les citoyens. Et puis, il est au service aussi de la compréhension du monde et de l'univers et de la science. Et envoyer des hommes sur Mars demain matin, c'est la priorité d'aucun scientifique dans le monde. Bien, Philippe Baptiste, ces scientifiques américains sont accueillis en Europe à bras ouverts, et notamment en France. On a commencé à en accueillir. Oui, absolument. Combien, on sait? Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'en fait, ce mouvement des cerveaux, enfin, on en parlait tout à l'heure avec l'Algérie, mais ce mouvement des cerveaux, c'est un mouvement international. Et donc, des scientifiques américains qui viennent en France, on en a depuis tout le temps. Et on va accélérer. Alors, on va accélérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement aujourd'hui, il y a des initiatives aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis un ancien chercheur, je reçois encore des mails de chercheurs aujourd'hui qui viennent me dire c'est pas possible, il faut qu'on nous ouvrez les vannes et venez et accueillez des chercheurs américains, on en a besoin, etc. Tous les présidents d'universités se sont mobilisés, ils ont ouvert un certain nombre de crédits et de postes, et on va les soutenir, on va avoir des initiatives qui seront annoncées dans les jours qui viennent. Combien sont déjà arrivés? On a des chiffres aujourd'hui, juste pour vous donner des exemples, mais c'est le tout début, mais il y a quelques jours, l'université d'Aix-Marseille a ouvert un appel à candidature. En quelques jours, ils ont une 40aine de candidatures, et il y a déjà plusieurs personnes qui ont été sélectionnées. Mais on est juste en train d'entrer dans le mouvement. Il y a qu'à Marseille ou partout en France? Non, Centrale Supélec, par exemple, hier encore me disait qu'ils avaient ouvert quelque chose. Donc il y a plusieurs universités qui sont en train de faire ça. Et puis à côté de ça, on va les soutenir. Il y aura des lignes budgétaires ad hoc qui seront dédiées pour ça. Et puis on a aussi mobilisé nos collègues européens. J'ai été à Varsovie il y a une dizaine de jours pour voir l'ensemble des ministres de la recherche du monde, d'Europe aujourd'hui. Et il y aura une initiative qu'on a beaucoup poussée pour justement accueillir des chercheurs. Vous dites on va ouvrir des crédits, mais je croyais que la recherche française n'avait pas d'argent. Non, la recherche, non, attendez, la recherche française. 630 millions d'euros, 630 millions d'euros en moins dans le budget. Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, pas du tout. Mais non, absolument pas, absolument pas. Le budget des universités, il a progressé cette année de 300 millions d'euros. Et je vais vous donner un seul chiffre. Depuis qu'on a fait la loi de programmation recherche, de 2020 à 2025, cette loi de programmation de recherche, c'est 6 milliards en plus qui sont arrivés dans les universités, dans les laboratoires, dans les organismes de recherche. C'est des revalorisations des salaires les plus bas qui sont massives. Et quand je dis massives, je vais vous donner un deuxième chiffre, c'est par exemple des jeunes chercheurs qui arrivent, ils ont vu leur salaire progresser de plus de 600 euros par mois. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de parler voilà. Alors, est-ce qu'on est allé assez loin? Il faut probablement aller plus loin. Bien sûr, il faut continuer à faire des efforts. Les chercheurs français sont mal payés en France. Mais ils partent à l'étranger, aux États-Unis. Bon, c'est moins maintenant. Mais ils partent et ils reviennent. Ils partent et ils reviennent. Alors, après, évidemment, le problème de l'attractivité, le problème des salaires, moi, je suis très mobilisé là-dessus. Je pense que c'est fondamental. Il faut qu'on ait des gens qui soient bien payés. C'est important parce que c'est quelque part, il y a une attractivité mondiale de la recherche. Et donc, il faut qu'on soit attractif et il faut pas paupériser les métiers de la recherche. Et donc ça, moi, je suis très, très, très mobilisé là-dessus. La loi de programmation dont je vous parlais, elle a permis de remonter les salaires très significativement. Il faut continuer cet effort. Et justement, donc j'ai appelé à ce vont encore être augmentés. Et j'ai appelé à une revoyure, justement, donc une clause de revoyure de cette loi de programmation recherche, parce qu'aussi les priorités mondiales ont radicalement changé. Donc c'est non seulement les questions RH, mais c'est aussi la recherche pour notre souveraineté, la recherche pour notre défense, la recherche pour le futur de l'industrie française et
européenne. Et donc, c'est ces grandes questions qu'il faudra discuter dans les semaines qui viennent avec le Parlement. Oui, et pendant ce temps-là, dans les universités, ça ne marche pas toujours très bien. Hein. J'ai vu, oui, bah si. Ah non, mais je vous écoute. Attendez, je vois qu'il y a des universités bloquées à Bordeaux. Il y a toujours des universités bloquées. Ah bon, d'accord. Non, mais attendez, mais les universités, aujourd'hui, moi je vais vous parler, la grande majorité des universités qui sont autour de la science et de la technologie, elles sont jamais bloquées. Je veux dire, elles fonctionnent. Il faut arrêter le discours misérabiliste, etc. Il y a quelques universités qui effectivement... C'est quoi? C'est les sciences sociales? Qui facilement se mobilisent effectivement autour de ces sujets-là. Psychosociaux, philo... Après, aujourd'hui, qu'il y ait des mouvements dans les universités, où il y a des mouvements aujourd'hui qui sont pas des mouvements massifs aujourd'hui, mais il y a des mouvements dans un certain nombre d'universités, beaucoup autour de la question israélo-palestinienne et autour de Gaza. J'ai vu des étudiants kéfier dans le hall de Sciences Po. Mais moi, ce que je dois vous dire, c'est que le débat... On a vu des trotskistes ce débat, de tout dans l'ancien temps. Ce débat, le fait qu'il y ait débat, et le fait qu'on puisse débattre de la situation à Gaza, du conflit israélo-palestinien. Mais heureusement, le cadre de l'université, c'est bien le cadre du débat. Et il est légitime, et moi je le défendrai tout le temps. Mais ce débat, d'abord, c'est un débat qui doit respecter la loi. Je rappelle au cas que, en particulier, les propos antisémites, ils sont pas tolérables. Et d'ailleurs, ils sont illégaux. Je veux dire, enfin, c'est pas l'objet de débat. Donc c'est un cadre qui doit être un cadre respectueux de la loi. Et puis c'est un cadre aussi qui doit être un cadre respectueux du pluralisme. Pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait des gens qui viennent avec des opinions qui soient différentes. Et pour qu'en frottant les deux cailloux, ça fasse des étincelles. C'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas. Et moi, je me félicite de constater qu'aujourd'hui, de plus en plus d'universités ont mis en place des chartes qui permettent justement d'organiser ce débat et d'être sûr qu'il va se passer dans des conditions qui sont des conditions sereines et des conditions équilibrées. Oui. Et ce travail-là, moi, je serai toujours là pour vérifier non seulement qu'évidemment le cadre reste le bon et qu'il n'y a pas de place pour des propos qui seraient des propos racistes, antisémites ou des violences sexistes ou sexuelles. Ça, c'est fondamental, c'est absolument central. Et à côté de ça, une fois que ça s'est posé, moi, je suis très ouvert à l'organisation de débats. 36% des étudiants obtiennent leur licence en 3 ans. 3 ans. 3 ans. C'est pas le bon chiffre. C'est la Cour des comptes. Mais oui, mais c'est pas. Alors, ils sont trompés à la Cour des comptes. Mais non, pas du tout. Mais le chiffre de 3 ans. Oui. En fait, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent et qui font pas leur parcours en 3 ans. Ils vont le faire en 4 ans. Ils vont le faire en 5 ans. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, il y en a énormément qui rentrent et qui se réorientent. Parce qu'ils se réorientent. Mais oui. Mais la réorientation, je pense que ça aussi, c'est un truc dont il faut sortir. C'est-à-dire que. Ça coûte cher à l'État, quand même. Hein, bien sûr. Mais en même temps, j'ai vu les comprendre quel va être votre métier de demain, quel va être votre choix d'orientation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Je ne sais pas quel est votre parcours, et peut-être que votre parcours a été parfaitement linéaire, et que du jeu vous voyez, le mien non plus. Eh ben, on a le droit de se tromper, on a le droit de changer, et ça c'est fondamental. Et donc la bonne mesure, c'est pas de savoir si on fait sa licence en 3 ans, et si on a bien sa licence à 21 ans, comme il se doit, parce qu'on n'a fait aucun échec. Non, pas du tout. L'étude de la Cour des comptes, non. Mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le seul bon chiffre. Il faut progresser, je dis pas que tout va bien à l'université, et il faut progresser. Et en particulier, moi je voudrais dire quelque chose de très très important, c'est que à l'université aujourd'hui, c'est un endroit où on accueille des publics extraordinairement variés. Vous savez, par exemple, des bacheliers professionnels s'inscrivent à l'université. C'est leur droit parce qu'ils ont le baccalauréat et l'université les accueille. Accueillir des bacheliers professionnels, dont je rappelle quand même que 25% d'entre eux ont parfois des difficultés, qui sont des difficultés pour lire un texte simple, parce que c'est pas la formation c'est pas là-dessus qu'a porté leur formation dans les dernières années. C'est une très grande difficulté aujourd'hui pour l'université. Et donc je pense qu'il faut travailler, et le Premier ministre l'a dit en particulier dans sa déclaration de politique générale, sur des mécanismes, des propédeutiques, des mécanismes qui permettent de remettre au niveau les étudiants. Vous parlez de réorientation. Pourquoi? Parce que aussi Parcoursup désoriente. Vous parliez de réorientation, moi je dis que Parcoursup vous savez, désoriente les parents. Beaucoup de parents, et notamment dans les familles modestes, et notamment dans les zones rurales. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se servir de Parcoursup. Alors, Parcoursup, vous savez, c'est une plateforme. C'est une plateforme. Oui. Alors, c'est une plateforme. Faut l'améliorer, non? Mais elle s'améliore tous les ans. Ça fait un peu plus de transparence. Lorsqu'il y a un refus, par exemple. Mais vous savez, Parcoursup, c'est une plateforme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en relation des étudiants d'un côté qui cherchent une formation et des formations qui cherchent des étudiants. Et elle fait simplement quelque part l'association des deux. Donc la plateforme en soi, on ne peut être ni pour ni contre, c'est juste elle fait des deux. La plateforme peut être ni pour ni en relation. La question c'est
final, je dois m'orienter. Qu'est-ce que je vais faire demain? Et ça, c'est parfois une question qui est abyssale, et où vous avez parfaitement raison. C'est que quand vous êtes dans une famille qui est une famille aisée, avec des gens qui connaissent bien le monde de l'enseignement supérieur, c'est déjà pas facile. Mais vous avez des discussions, les gens connaissent, ils vous disent regarde ceci, regarde cela, discute avec un tel, etc. Et c'est vrai que quand vous êtes dans des territoires qui sont plus éloignés, c'est plus compliqué. Vous n'avez pas forcément ces points de repère. Et moi, je pense que c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est pas de savoir si on est pour ou contre la plateforme, si on veut trouver un autre. Mais le vrai sujet, c'est comment on construit. C'est comment on construit l'orientation. Et cette orientation, elle doit se construire tout au long du lycée. Elle doit être souple. Ça veut dire qu'on doit avoir aussi, et ça revient, au sujet précédent. Il faut donner le droit à l'erreur aux gens. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous choisissez, quand vous avez 18 ans, de faire tel type d'études supérieures, que vous n'avez pas le droit de changer d'avis 2 ans après. Il faut laisser ce droit à l'erreur. Il est fondamental. Parce que quelque part, en allant à l'université, en allant dans une école, vous vous construisez. Et vous avez le droit de faire des allers-retours. Je voulais être avocat et finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'astrophysique. Allons vers l'astrophysique si c'est ça qui m'intéresse. Et je prends volontairement un exemple caricatural, mais il faut donner de la liberté. Donner de la liberté au système. Bien, Philippe Baptiste. Un exemple caricatural. Donner de la liberté au système. Je vais terminer. Qui est au cœur de l'université. Il était à votre place il y a 2 jours, ici même. Bruno Retailleau est favorable à l'interdiction du port du voile et de tout signe religieux à l'université. Vous aussi ? Mais ce débat, je crois, a été tranché. Alors, absolument pas. Mais je pense que ce débat a été tranché par le Premier ministre de manière extrêmement claire. Aujourd'hui, l'université, c'est le cadre de la laïcité à l'université, c'est pas le même que celui des établissements scolaires. Pourquoi ? Parce que vous accueillez à l'université des gens qui sont des adultes, et ils viennent avec leurs convictions politiques et aussi leur appartenance religieuse. Donc on peut porter. Et vous pouvez venir avec votre kippa, avec votre voile ou avec votre croix quand vous êtes étudiant à l'université, et dans le cadre d'un respect mutuel, et ça c'est fondamental, et évidemment sans faire d'entrisme, etc. Ça c'est évidemment fondamental, mais vous pouvez venir et vous pouvez avoir des débats autour de ça, parce que vous avez affaire à des adultes. Donc on ne doit pas toucher à cela. Mais non, bien sûr que non, et d'ailleurs aucun établissement ne s'en plaint aujourd'hui. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question aujourd'hui. Ce n'est pas une question aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui existe dans la société, et évidemment, il faut lutter contre ça. Et il peut y avoir à l'université, vous savez, l'université, on accueille énormément d'étudiants. C'est des millions d'étudiants qui sont à l'université. Berger qui dit antisémitisme, entrisme, des musulmans extrémistes. Avec Aurore Berger, nous avons exactement les mêmes positions. Et les témoignages remontent. Mais ça existe. Mais évidemment, et je vais vous dire, l'antisémitisme à l'université, le problème, il y a des remontées. Il y a des remontées d'antisémitisme à l'université. On a en ce moment une 40aine ou une 50aine de faits remontés par an. C'est très très peu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà on ne les voit pas tous. Et donc ça c'est un premier sujet. Ça veut dire que probablement, il y a un ressenti de la communauté israélite aujourd'hui, qui aujourd'hui vit mal de temps en temps sa présence à l'université. Et ça c'est très très important, il faut qu'on y soit extraordinairement attentif. J'ai réuni les présidents d'université pour parler de ça dès mon arrivée, et on a eu plusieurs réunions de travail. On a identifié les sujets, ce qu'il fallait faire. Il faut donner en particulier aux universitaires la capacité de réunir des conseils de discipline qui permettent de travailler rapidement et efficacement, et parfois à l'extérieur de l'université sous l'autorité du rectorat. Et ça a été fait, et ça c'est un travail qui est en cours, qui est déjà lancé et qui va changer beaucoup de choses. Une grande réactivité des universités, c'est aussi mobiliser derrière les préfets et aussi l'autorité judiciaire pour être sûr que quand il y a un article 40 qui est fait par l'université, un article 40, pardon, ça veut dire c'est une saisie du procureur sur un fait antisémite, et bien derrière, on est toute l'autorité judiciaire qui se mobilise et qui fasse un retour au président de l'université. On est très 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 mobilisé sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui est intolérable, et on laissera rien passer sur l'antisémitisme. Et sur l'antisémitisme et sur l'entrisme, même chose. Mais antisémitisme, mais c'est aussi les questions c'est aussi les questions sur le racisme en général, c'est fondamental, et il faut être très vigilant sur ces questions. Bien, merci beaucoup Philippe Baptiste. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio, 8h58, Patrick Roger, après les infos de 9h.